tout l'impact positif que ça change leur vie et puis tu donnes un peu ce message, mais ça va changer la vôtre, je vais vous donner en fait la recette miracle. Sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mhm. Tout le monde mange. Et ce que tu mets dans ton corps, ça a un impact énorme sur ton quotidien, sur ton futur, sur le vieillissement. À quel moment tu te permets de donner des conseils aux autres? Ça sur les réseaux sociaux, ben, ça se brasse et puis on ne sait pas forcément qui. C'est ça, pour moi, qui est plus problématique aujourd'hui avec la nutrition. Bienvenue dans ce nouveau papotage, le podcast où on va dans l'intime et où on découvre des histoires personnelles, des parcours de vie et des aventures. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Joanie qui nous accueille, enfin, c'est elle qui nous accueille en fait dans son studio à Lausanne. Joanie qui est diététicienne à Lausanne, qui a son studio, qui a une petite communauté aussi qui traite de l'alimentation sur les réseaux sociaux. Vous la connaissez peut-être déjà. Si ce n'est pas le cas, il y a le lien en description. Allez la suivre sur Instagram. Merci Joanie de nous accueillir chez toi. Ben, merci d'être venu juste ici, C'est top d'avoir changé de lac. d'avoir changé de like. Effectivement, on a fait un petit peu de route, mais ça fait toujours plaisir de venir à Lausanne. Avant qu'on commence, je vous invite vraiment, si vous aimez le format, si vous aimez le contenu, à vous abonner à nos chaînes, que ce soit YouTube et Instagram. Plus on arrive à agrandir notre communauté, plus on peut vous proposer des vidéos de qualité avec des nouveaux parcours et des nouvelles histoires. Donc le bouton subscribe, enregistrez-vous sur YouTube juste en dessous de la vidéo. Cool. Tu vas bien, Joanie? Oui, ça va bien. Ouais. Et toi? Tu passes une bonne journée? Oui, ça va super bien. Ouais, je passe une bonne journée. Il fait beau. Ouais, c'est encore un peu l'été. Ouais, non, Magnifique. je me plains pas. Ouais. Avec l'équipe, en préparant ces petits papotages, on s'est dit qu'on avait tous une question qui nous taraudait, quelque chose qui est dans nos habitudes à toutes et tous. Ouais. Le petit déjeuner parfait, c'est quoi? Le petit déjeuner qui te fait plaisir. Non, c'est une question qui revient souvent. Déjà, est-ce qu'on doit déjeuner? Enfin, ouais. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. On sait que plus tu vas manger un petit déjeuner complet qui contient et des protéines et des fibres, moins tu auras envie de grignoter sur la journée. Les études le montrent. C'est un effet plutôt bénéfique sur ta satiété. C'est plein d'interactions hormonales qui vont être un petit peu influencées justement, surtout par l'apport en protéines matinales. Après, est-ce qu'on doit se forcer à déjeuner si on n'a pas envie? Est-ce qu'on doit manger des œufs si on n'aime pas ça? Ouais, je suis pas convaincue non plus. Ouais. Et du coup, toi, dans la réalité des faits, ce matin, tu as déjeuné quoi? Un matcha. Un matcha? Explique, je vais boire. Ça, c'est mon premier plaisir de la journée. Je me réveille, je me fais un matcha, je me remets au lit et j'accueille mes enfants. Ok. S'ils viennent passer un petit moment avec moi, c'est un peu le rituel. Dans l'idéal, mon petit déjeuner, c'est un yogourt grec avec des fruits. Ok. Il y a des fois où j'arrive pas à déjeuner, donc Ouais. je suis un cordonnier mal chaussé. Ouais. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup peut-être d'injonctions, je sais pas, ou d'histoires qui disent il faut déjeuner, il faut pas déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, mais il faut pas que ça soit sucré. Et maintenant, il y a tellement de trucs. Oui, On va le voir dans la vidéo, mais justement, c'est un peu aller déconstruire certaines choses. ben, c'est tellement contextuel. Quelle journée va t'attendre en fait? Est-ce que tu as l'occasion de déjeuner un peu plus tard quand tu as plus faim? Est-ce que tu pars pour un truc qui va te demander beaucoup d'énergie? Est-ce que tu as du plaisir à déjeuner ou pas? Qu'est-ce que tu as mangé le soir avant? Qu'est-ce que tu vas manger après? Il y a tellement de facteurs qui vont influencer si le petit déjeuner, c'est une bonne idée et quoi, comment, que je peux pas vraiment répondre à cette question. Par contre, c'est une bonne question et je pense que si tu viens une fois en consultation, on discute un peu de ton quotidien et puis je t'aiguille avec des conseils qui sont un petit peu plus précis. Oui. Ouais. C'est quelque chose que j'aimerais faire, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Toi, du coup, maintenant, tu es indépendante à Lausanne. Tu as ton propre cabinet et studio. Enfin, studio, on en va parler après pourquoi, mais avant ça, tu étais dans le milieu hospitalier. Ouais. Ok. Et dans cette expérience-là, tu accompagné qui? C'était quoi ton but de retourner à Zip? Alors, j'ai fait d'abord 5 ans en psychiatrie dans les troubles du comportement alimentaire, où là, j'avais une partie ambulatoire, plutôt des patients et patientes qui revenaient pour continuer d'être soutenus dans le chemin de la guérison. Et puis une partie hospitalière où c'était plus de la renutrition des patientes qui avaient une dénutrition liée à l'anorexie. Ouais. Suite à ça, j'ai changé. Je me suis retrouvée en pédiatrie. Ok.
Et là, j'ai fait plus tout ce qui était de l'endocrinologie, beaucoup de diabétologie et d'obésité de l'enfant et de la vessie. Ok. Plusieurs années sur ça, du coup. Aussi 5 ans. Ouais. Ouais. C'est toi qui as choisi tes spécialités ou bien c'est un peu... Oui, c'est moi qui ai choisi. Ouais. Je me souviens un peu de ce moment où on terminait les études, on avait le droit de travailler, je crois, plus ou moins 1 mois ou 2 mois avant notre soutenance de mémoire. On pouvait déjà on avait la légitimité de postuler. Je me souviens que je postulais à rien pendant cet été, parce qu'il y a rien qui me disait et je voyais un peu tout le monde qui s'agitait et puis à un moment, il y a eu un poste et je me suis dit: «Mais ça, c'est cool» Ouais. et ça a été mon premier poste. Donc j'ai eu la chance, mais du coup, oui, j'ai choisi aussi le moment où il fallait partir. C'est le moment où je suis devenue maman aussi et puis là aussi, j'ai postulé vraiment à quelque chose que j'avais envie de faire Mhm. et je suis hyper reconnaissante, en fait, de ces opportunités que j'ai eues. Ok. Et dans l'expérience hospitalière, t'as des anecdotes, soit très fun, soit qui t'ont marqué, ou Ouais, que t'as le droit de partager? j'en ai plein, ouais. Je sais pas, franchement, faut que j'en trouve une bonne. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en se disant, je vais voir la diète. Et déjà, en fait, personne n'a vraiment envie de voir la diète. Parce que soit c'est que tu as déjà des problèmes de santé, Mhm. puis on va te dire que plus ou moins tes habitudes sont pas bonnes, c'est jamais cool à entendre. Ouais. Ou alors, ben, dans la renutrition, j'avais la lourde tâche de renutrir des patientes qui ne voulaient pas prendre du poids. Et j'ai toujours eu un post-it étiquette où j'allais voir la diète. Et puis souvent, on venait en consultation ambulatoire avec un peu l'idée que je vais résoudre tout. Mhm. Et en fait, non. Moi, je vais te dire ce que tu peux éventuellement faire pour que ça se passe mieux. Et ça, c'est... enfin, voilà, j'ai eu pas mal de demandes un peu farfelues. Limite, est-ce que je pouvais aller cuisiner chez les gens? Ok. Faire ça. On te demande ça? Ah bah, vous pourriez venir chez moi et puis vous me cuisinez comme ça, je sais que c'est bien fait. Ouais. Je dis non, par contre, on peut discuter de ce que vous mettez dans vos assiettes, comment vous faites vos courses. Et puis, c'était des fois un peu, comment dire, frustrant parce que les gens, ils viennent avec l'envie de rien faire et puis que ça change. Et j'aurais plein d'anecdotes là-dessus, je pense, à te raconter. Ouais. T'en parlais un peu à midi, hein, des gens qui veulent potentiellement prendre des pilules, des médicaments, C'est ça. mais pas forcément. Vous pouvez me donner un traitement? Pourquoi là? Enfin, est-ce qu'on peut parler d'abord de vos habitudes du quotidien? Ouais. Et ça, c'est peu motivant. Ouais. Je pense que quand tu viens toucher, je dis en général, hein, quand on vient toucher aux habitudes des gens, c'est là où ils se sentent peut-être pas agressés, mais Un peu jugé, alors que moi, j'ai plein de mauvaises habitudes. Elles sont peut-être pas dans mon alimentation, Mhm. mais j'ai aussi plein de choses à changer. Et puis, j'aime pas qu'on me le rappelle. T'y arrives. J'y arrive, ouais. Ça prend du temps. Des fois, je régresse, mais j'y arrive. C'est quoi le truc qui te motive à le faire en fait? Parce que effectivement, De voir que ça me fait du bien. Typiquement, le sommeil, j'ai dû me driller pour aller. Quand la journée est terminée, qu'on a fini le boulot, qu'on a fait le bain des enfants, le souper, qu'on a tout rangé, en fait, moi, j'avais envie de garder Netflix. ouais. C'était un peu mon truc et je perds ça. Puis en fait, j'ai dû changer. Ça faisait que je me couchais tard, que je ne m'endormais pas bien, que j'avais pas un sommeil réparateur, j'étais fatiguée le lendemain. Et ça, de changer, de prendre des livres, de me coucher plus tôt, il a fallu un petit temps pour que je me rende compte à quel point j'avais un meilleur quotidien. Mhm. Et ça, en fait, du coup, ça a été presque après l'impasse. Je n'avais plus envie de me retrouver dans des situations où j'allais me coucher tard, où j'allais pas favoriser mon sommeil, parce Mhm. que je savais que les conséquences étaient trop pénibles après. Mhm. Je me retrouve dans ce que tu dis, hein, parce que moi j'ai remarqué que dès que je regarde un film le soir en cuisinant, en mangeant, te créant, en fait, c'est mon sommeil catastrophique. Alors peut-être que c'est pas le cas quand t'as 18, 17 C'est ans, ça. mais C'est aussi, voilà. c'est un autre avantage. Ah, je me souviens, on fait des marathons à l'époque, c'était 24 heures chrono. Ça fait longtemps, mais je me souviens à regarder pour 10 épisodes un samedi jusqu'à minuit. Et le lendemain, je pouvais me lever comme une fleur et aller courir. Mhm. Aujourd'hui, C'est différent. c'est différent. Oui, parce que du coup, t'es diététicienne. Avant, bon, t'étais dans le milieu hospitalier. Maintenant, t'es indépendante. Mhm. Mais à côté de ça, t'es aussi parent, quoi. T'es Mhm. une famille à côté. Ouais.
Donc, on va discuter ça après. J'ai une Ouais. question par rapport à ça. Et du coup, maintenant, avec ton cabinet actuel, tu accompagnes qui? Est-ce que tu as le même public? Est-ce que tu voudrais avoir, est-ce que tu as un public que tu aimerais avoir? Et puis, est-ce que tu as un public que tu aimerais accompagner en particulier? Toute personne qui a envie de changer Mhm. et d'être un petit peu coachée là-dedans, c'est ça qui change avant. J'avais plutôt des personnes qui atterrissaient chez moi parce qu'elles n'avaient pas le choix. J'ai aussi beaucoup aimé ça hein, parce que on peut gentiment construire une relation thérapeutique, montrer qu'il n'y a pas de jugement, que c'est pas grave de partenir des objectifs, que ça n'empêche pas de passer un bon moment chez la diète. Ouais. Mais c'est vrai que là, depuis que j'ai ouvert le studio, j'ai des gens qui viennent d'eux-mêmes, qui prennent l'initiative de faire quelque chose pour leurs habitudes au quotidien. Euh, et puis qu'il y ait le public, vraiment, c'est large. Après, il y a des spécialités que j'ai pas envie de faire parce que j'ai pas l'expérience qui me permet d'être confortable. Il y a des pathologies que j'ai vues il y a 10 ans en arrière pendant mes études que j'ai pas revues au CHUV, Mhm. enfin, dans ma carrière hospitalière que j'aurais pas envie de prendre. Mais sinon, Ouais. c'est large, là. Il y a actuellement sur les réseaux sociaux, il y a énormément de contenu. Il y a énormément de personnes qui parlent de nutrition, alimentation, des diététiciens, diététiciennes, des nutritionnistes. C'est que c'est un peu la hype là, non? Mais c'est quoi? C'est une mode? C'est parce qu'on démocratise, parce que. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui changent leurs habitudes et qui trouvent ça génial, donc qui en font une science. Mhm. Sauf que tu peux avoir une alimentation qui te convient à toi, tu as évité un truc et tu te sens beaucoup mieux, mais en fait, ton voisin, c'est pas l'alimentation qu'il lui faut. Mhm. Et ça, c'est un terrain pour moi qui est un peu dangereux parce que je vois beaucoup de personnes en fait qui témoignent de tout l'impact positif que ça change leur vie et puis qui donnent un peu ce message, mais ça va changer la vôtre, je vais vous donner en fait la recette miracle. Sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mhm. Donc voilà, de faire le tri un peu. Je pense que c'est normal que tout le monde s'intéresse à la nutrition. Tout le monde mange. Et ce que tu mets dans ton corps, ça a un impact énorme sur ton quotidien, sur ton futur, sur le vieillissement. Donc, beaucoup de gens s'y intéressent, je trouve ça cool. Ça, je trouve que c'est hyper important. Après, oui, à quel moment tu te permets de donner des conseils aux autres? Ça, il y a des personnes qui sont prudents, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et ça, sur les réseaux sociaux, ça se brasse et puis on ne sait pas forcément Mhm. quel background derrière aussi. Et voilà, c'est tout. Enfin, moi, la première, des fois, je vais suivre un conseil qui est début et je peux aller regarder les diplômes de la personne. Ouais. C'est tout ça. Ouais. Ben voilà. C'est ça, pour moi, qui est plus problématique aujourd'hui avec la nutrition. C'est qu'on voit beaucoup de choses, puis c'est difficile de se dire est-ce que lui je l'écoute, lui ou elle, est-ce que je l'écoute, est-ce que c'est scientifique, est-ce que c'est juste un coup de bol que pour lui ça c'est fonctionné, etc. Et ça, c'est difficile de s'y retrouver dans un marée d'informations qu'on a, quoi. C'est difficile. Ouais. Ouais. Toi, du coup, pourquoi t'es atterri dans ce domaine d'activité, l'alimentation? C'est un métier passion, c'est. Oui, mais ça n'a pas du tout été mon premier choix. C'est pas vrai. J'avais fait au gymnase à l'époque, enfin au lycée, pour le canton de Neuchâtel. J'avais eu une fois une journée découverte de métier, puis il y a les diététiciennes qui étaient venues raconter un peu ce qu'elles faisaient. J'ai dit, tiens, ça a l'air trop cool. Mhm. Elle aide finalement les gens à trouver un meilleur équilibre de vie. Ça me parlait. Et puis, je me suis un peu renseignée sur la formation. J'ai vu qu'il y avait que à Genève ou à Berne. Je savais qu'au niveau alors, j'avais que Genève Confusion. Ouais. Euh, ils prenaient que, à l'époque, 25 personnes par année. Il y avait des examens d'entrée. Je me suis un peu dit, ouais, je pense que je me suis dit, je vais pas essayer comme ça, je serai pas déçue. Donc, je me suis dit, je vais faire du droit. Ok, Après, je fais ta psycho. ok. Et puis finalement, un jour, je prenais le bus pour rentrer. J'étais en bachelor psycho à l'époque à Lausanne. Et je rentrais chez mes parents pour le week-end et je vais prendre un bus qui mettait à 10 ans à arriver. Et j'ai lu un livre sur la nutrition. Pardon. Et en fait, j'ai loupé mon arrêt de bus parce que j'ai juste, tout d'un coup, je devais m'arrêter 2 arrêts avant le terminus, donc c'était pas bien grave. En fait, je me suis dit, mais en fait, ça me passionne tellement plus. C'était comment le corps fonctionne, quel est le rôle de chaque petit élément, nutriment. En fait, qu'un rôle bien précis dans l'organisme pour que tout fonctionne. Je Mhm. trouve ça passionnant. Mhm. Et je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mes parents,
je crois que je vais changer. Et là, il m'a dit: «Non, non, c'est bon, t'as déjà changé une fois». Je dis: «Non, mais là, je crois vraiment que je tiens mon truc». Et je me suis dit: «Je m'inscris, de toute façon, la probabilité que je sois prise, ça va être un peu la vie qui décide, de soit je suis prise et puis je bifurque, soit je suis pas prise et puis je continue mes études de psycho et je les termine». C'était un peu et puis j'ai passé l'examen d'entrée et puis, ben, ça a marché donc je me suis dit que la vie, elle allait aussi pousser pour que ça soit ce Ouais. métier-là. Mmh. Il y a un truc qui te rattache, personnellement à la diététique, à l'alimentation, à la nutrition actuellement? Personnel TV, Moi, je sais pas ce qu'il y a, Penny. je crois que, j'ai toujours plus ou moins su que j'allais faire un métier qui était relié à l'humain. Par aussi la manière dont j'ai grandi où l'humain avait une grande place, en fait. S'intéresser aux autres, participer à l'équilibre des autres. Mmh. Bon, je savais pas à l'époque si ce serait par la nutrition et par l'accompagnement. Euh, je crois que oui, c'est des valeurs dans lesquelles je me suis retrouvée dans un métier de la santé après nutrition. Mais non, je crois que c'est juste un intérêt particulier que j'ai eu. Ouais. Mm. Et dans l'accompagnement que tu fais actuellement, t'as un angle d'attaque particulier ou bien... Je travaille beaucoup sur le changement des habitudes. Ouais. Je vais jamais ou vraiment à reculons faire un plan alimentaire, par exemple. On me le demande assez régulièrement. Je sais que ça marche pas. La littérature scientifique montre que ça marche pas. C'est quand on dit aux gens ce qu'ils doivent faire, ça marche pas. Euh, Par contre, de travailler sur identifier les comportements, euh, et identifier les déclencheurs des comportements. Pourquoi je mange ça? Pourquoi j'arrive pas à arrêter de manger ça alors que je sais qu'en fait ça me dessert? Que ce soit le côté émotionnel, que ce soit le stress, décortiquer un petit peu ça, Mhm. j'adore faire ça. Parce que Ouais. ça permet en fait de trouver des, des pistes concrètes pour le changement, qui sont assez motivantes. Voilà. Après, de temps en temps, je dis, OK, rouler un plan alimentaire, on le fait parce que je vais aussi aller toujours dans le sens. Mais j'aime pas ça parce que j'y crois pas. Les gens, ils s'ouvrent facilement quand tu leur demandes leur habitude, ou tu vois, à quel moment vous étiez stressé, à quel moment vous avez bien dormi. Depuis que j'ai lancé le cabinet, oui, parce que je pense qu'ils font la démarche, donc ça sert à rien de retenir de l'information. Par contre, c'est vrai que des fois au CHUV, je voyais des alimentations qui étaient limite plus parfaites que la mienne. Mm. Il n'y avait pas de problème. Et je pense qu'il y avait une grande peur du jugement, donc il fallait me prendre l'exemple de ce jour-là où je suis allée balader, que j'ai mangé un truc plutôt pas mal équilibré, j'ai pris le temps de cuisiner, donc ils allaient dire, bon, des fois je fais ça. Mais ils allaient pas me parler de tous les autres jours où ils font pas ça. Ouais. Ah, mais je peux comprendre aussi. Enfin, c'est assez intime finalement, nos habitudes alimentaires. Justement, en fait, je me demandais, est-ce que des fois tu vois qu'il y a des gens qui te mentent pertinemment? Oui, parce que des fois, il y a des problèmes de santé. Des fois, j'ai le laboratoire sous les yeux. Donc, ben, Tu sais quand c'est correct. Ça va être ouais, il y a drôle, des choses qui me sont pas dites. Après, je vais jamais. Je pense que ça sert à rien de dire aux gens, ben voilà, moi je sais que vous dites pas tout. Je pense plus par la mise en confiance, le non-jugement, et puis dire, bah voilà, moi, s'ils ont envie de me partager d'autres choses, s'il y a des journées qui sont pas comme ça, s'il y a des moments où c'est plus compliqué, ben, je suis aussi là pour accueillir ça. Et quand même, la majorité du temps, après quelques séances, j'obtenais, des fois, il me fallait 5 séances pour vraiment tout d'un coup que ça s'ouvre, Ouais. surtout dans les troubles du comportement alimentaire. C'est pas facile de dire à une personne la première fois, écoutez, je me fais vomir tous les jours, ou j'ai des pertes de contrôle, ou sauf que quand il y a des vomissements répétés, des pertes de contrôle, ça peut aussi se voir dans les labos parce que ça change au niveau des fluides, tout ce qui est électrolytique. Donc des fois, j'avais aussi plus ou moins des pistes scientifiques, mais je savais que c'était pas à moi de poser, enfin, je pouvais poser la question, mais que je devais attendre le moment où la personne serait prête à m'en parler. C'est faux des pertes de contrôle? Perte de contrôle alimentaire quand t'arrives pas à t'arrêter de manger. Ah, donc en Ouais. fait, tu manges trop. Ouais, et puis c'est très de manière un peu compulsive et tu as cette impression que t'arrives pas à gérer. C'est un sujet sensible pour la plupart des personnes qui le vivent. Mais les gens, c'est intéressant, mais à quel moment tu te rends compte que tu gères plus? C'est parce qu'on grille tous beaucoup, enfin moi je sais que je grille énormément. Là je me dis est-ce que je suis en pas Ouais. trop stable. Mais
Mais c'est pas la même chose qui n'en coûte, tu te rends compte que tu as mangé la plaque de chocolat sur la journée. La vraie perte de contrôle qu'on a vraiment identifiée avec un diagnostic qu'on appelle une hyperphagie, tu vas pas juste manger un paquet de biscuits. Tu vas limite aller en pyjama à 22h à la station-service pour chercher. Tu vas prendre plusieurs paquets, tu vas manger avec une vitesse d'ingestion qui est énorme. Et souvent, les patients me rapportaient, c'est que je me suis même pas rendu compte, en fait, de ce que j'ai mangé. C'est le lendemain, en voyant les emballages dans la poubelle, que je me suis rendu. Ah ouais, ok. Donc, tu as vraiment cette notion de perte de contrôle. Ça vient de où? C'est quoi? Mhm. Enfin, est-ce qu'il y a... J'imagine bien qu'il n'y a pas une réponse, mais c'est quoi? Puis non, c'est assez multifactoriel. Tu as quand même beaucoup de liens avec la restriction des personnes qui essaient de perdre du poids, donc elles se restreignent, donc tout d'un coup, elles arrivent plus se restreindre, puis voilà. Et puis tu as aussi manger des choses qu'on appelle palatables, donc qui font du bien au papy, on va dire, qui sont bonnes. Ça engendre en fait sur le moment plutôt de la détente et de la satisfaction. Donc tu as aussi cette recherche que d'autres personnes vont chercher dans la fumée, dans l'alcool, dans le tabac, le jeu. Et ben, tu as aussi ce processus aussi avec la nourriture. C'est pour ça que je te dis décortiquer le comportement, pour moi, c'est beaucoup plus précieux que d'établir un plan alimentaire. Si tu as un problème de poids, de comprendre déjà pourquoi tu manges, parce que probablement, pas toujours, mais des fois, si tu as aussi des métabolismes moins élevés que d'autres, mais tu as quand même une bonne chance que tu manges trop. Pourquoi tu manges au-delà de tes sensations? Pourquoi tu manges à tes moments où tu n'as pas faim? Il faut comprendre. Si tu comprends pas, je peux te faire un plan. Mais honnêtement, ça va pas t'amener à grand-chose. T'as quand même dans ce job-là, t'as quand même un énorme aspect, fonction de psychologue aussi. Enfin, et vu comme t'en parles, les questions que tu poses, c'est pas... Moi, j'ai travaillé en Ouais. psy et je me prétends pas du tout à les compétences d'une psychologue. Par contre, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler dans ce collectif interdisciplinaire. C'est-à-dire que on échangeait sur nos pratiques, sur ce qu'on faisait en consultation. Et du coup, j'avais aussi le background des psychologues, leur avis, qui m'a probablement un petit peu formée là-dessus. Donc, je suis peut-être plus sensible, j'ai une sensibilité différente, où j'arrive à accueillir certaines choses. Mais après, moi, je mets souvent des choses, comment dire, j'arrive à se dire, c'est plus non ressort. C'est Et je réoriente. Il y a même des personnes, je leur dis, écoutez, là, moi, je pense que d'abord, avant de revenir me voir, il faudrait peut-être faire un autre suivi qui me semble plus important, poser les bases. Et puis alors, on peut se voir en même temps ou alors on peut se voir dans une deuxième phase. Mais, Ouais. mais les deux sont liés. Des personnes qui mangent que quand elles ont faim et qui se fient juste à leurs sensations alimentaires, j'en connais pas beaucoup. On mange pour plein d'autres raisons. Ouais, on mange par habitude, quoi. Par Enfin, habitude, parce que c'est social, parce que c'est réconfortant, ouais. parce que c'est là, parce que... Ouais. Même encore Quoi, une fois, plein de fois, je me demande pourquoi je suis en train de m'accumuler autant, quoi. Enfin, sans aucune par raison. ennui, par... Ouais, intéressant. Bah justement, on mange tous les jours, on mange plusieurs fois par jour. En théorie, ça c'est manger 3 fois par jour. Je sais pas si c'est vrai, on va en parler après, mais... Et toi, c'est ton expertise, l'alimentation, se nourrir. À quel moment la diététicienne elle disparaît et puis tu te lâches et puis tu vis Joanie, pas diététicienne. Alors déjà, moi, je me suis toujours promis de manger de tout ce qui me faisait envie. Je me dis, j'ai un peu cette vision que la vie est trop courte pour que je me dise que je n'ai plus manger de sucre. Après, j'ai aussi la chance de pouvoir gérer assez bien mes quantités. Peut-être, voilà. Donc, je peux surprendre des fois à des fêtes parce que je vais me resservir des desserts. Les gens font, quoi? Toi, Tu manges une fois et en plus de pas. Je dis, mais ouais, c'est trop bien les desserts. Donc, par contre, je pense que j'ai des bonnes habitudes où je vais toujours avoir, pas toujours, mais un repas qui est complet avec toutes les catégories de nutriments importantes. Si c'est une journée où, typiquement encore plus depuis que je suis maman, où j'ai l'impression que c'est un peu décousu, qu'il y a eu pas mal de petites choses, grignotage, du sucre, ça va reprendre un peu le dessus. Je vais me dire non, là ce soir, et puis je vais faire attention. Donc ça reprend au bout d'un moment le dessus. Par contre, je suis pas tout le temps en contrôle.
j'ai plus envie d'avoir un équilibre et puis une relation saine à la nourriture. Mmh. Ça te met la pression, mais le fait de dire, en plus quand tu es tout seul, toute seule, tu peux dire: «Bon, bah, ça regarde que moi». Là, tu as du coup une famille. Est-ce que ça te met la pression? Est-ce que tu te mets la pression? Bah, tu te mets la pression quand tu es maman pour enfin tout. Tout à fait. Ouais. Je me mets pas plus la pression pour l'alimentation. Même des fois, on me dit que je suis pas assez, on pense que je vais être beaucoup plus stricte. J'essaye de contenir un maximum à la maison, qu'il y ait un cadre et puis que mes enfants puissent comme je disais, en fait, on forge pas nos habitudes parce que quelqu'un nous a dit de faire comme ça, mais parce qu'on se sent inspiré ou qu'on a eu un exemple. Mmh. Donc j'essaye à la maison d'avoir, un maximum de produits simples, d'éviter les produits transformés, pas de boissons sucrées. Par contre, du moment qu'on est à l'extérieur, qu'on est au resto, qu'on est à une fête, je lâche un peu. Je me dis, on n'est pas à la C'est maison. Alors, après, la réalité, c'est que des fois, il y a 3 fêtes ou 4 fêtes dans la même semaine, plus 2 gâteaux à la garderie. Et tiens, maintenant, il faut que je lâche un peu plus. Euh, mais voilà, j'ai pas envie de contrôler tout le temps l'alimentation de ma famille. Je pense que c'est pas sain non plus. Mmh. Ouais. OK. Bon, c'est pas, ça me rattrape, hein. Ça va, ouais. Je vais faire. Alors, mes enfants, peut-être un peu moins, parce que je me dis, de toute façon, ils n'ont pas l'âge avant de conscientiser le temps de sucre qu'ils ont mangé sur la journée, mais je l'ai pour lui faire à mon mari. Si je vois pour la 5e fois les germains Pribo en dehors des repas, ça va peut-être être plus fort que moi. Il le vit mais il, Je crois qu'il le vit bien, faudrait lui poser la question. non, mais ce que je vois, c'est intéressant parce que quand tu as une expertise sur un domaine, puis que tu vois que quelqu'un fait un truc pas fourre-fou, ou bien qu'il faudrait peut-être faire différemment, bah, c'est quand même dur de se dire je. Ouais, et je crois que j'ai appris aussi que je pouvais pas changer les gens. Ça a mis du temps, hein. Il y a eu beaucoup de frustration au début de ma pratique. J'ai pensé que j'allais sauver les gens. Hmm. Et non, je peux leur donner des outils pour se sauver eux-mêmes. C'est tout ce que je peux faire. Ouais. Et du coup, maintenant, j'ai pas non plus cette attente. Alors après, j'ai aussi la chance d'avoir autour de moi des gens qui ont des comportements plutôt sains avec leur santé. Donc, ça me pèse aussi moins, Ouais. je pense. Mais Tu étais déjà sur les réseaux avant de devenir entrepreneur, avant d'avoir ta propre boîte à toi. Pourquoi tu es allé sur les réseaux? Pourquoi tu as commencé à faire du contenu en lien avec l'alimentation? ça date, j'étais encore, je crois que j'étais en bachelor à l'époque. Et Instagram venait un peu éclore. Puis je me suis rendu compte que, en fait, déjà assez rapidement, beaucoup de gens donnaient des conseils. Je me suis dit, mais en fait, moi, je fais des études quand même, je pourrais donner des conseils parce que j'ai l'impression que j'ai une légitimité. Et j'ai eu envie d'aller un peu amener de l'information qui, pour moi, était basée sur de la littérature scientifique. J'ai eu la chance d'avoir un parcours académique qui m'a formée de cette façon. De les regarder, d'identifier les sources, Mhm. et puis de trier. Je ne sais pas dire que je le fais toujours super bien, mais j'avais cette volonté-là et je me suis dit, j'ai envie d'insuffler un peu ça aux réseaux sociaux. Ouais. Du coup, j'ai créé à la base un blog. Et pour le mettre en avant, avec des articles sur l'alimentation, et pour me mettre en avant, j'ai utilisé Instagram. Puis après, en fait, je me suis assez vite rendu compte que les gens, de lire des articles, c'était moins leur truc que de voir un post Instagram. Ok. Donc le blog, tu fais plus, mais il y a toujours ton compte avec Ouais, des super vidéos, des super c'est tips. c'est un peu mon idéal de vie d'avoir autant de faire du blog, même si personne lit, parce que j'aime bien. Ouais. Euh, Du coup, l'adresse, c'est quoi? Moi, je sais pas que t'avais un blog. C'est vrai? Je vais aller voir, bah, Ouais, c'est eatwithdo.com. Mais il est vieux, tu seras pas trop dur avec. Non, non, ouais, j'en ai pas un, donc je pourrais pas juger quelque chose que j'ai pas dans le même. Ah, mais ok, ouais. eatwithjoe.com. Ouais, Ok, trop bien. Et le compte Instagram, eatwithjoe.me, ouais, c'est parce ça. que Eatwithdo était déjà appelé. Ouais. Elle était déjà en 2014, ouais. On m'a volé mon nom. Ouais. Et parce que du coup, tu as quand même développé une belle communauté sur Instagram. Tu le voyais, enfin, tu avais prévu, tu t'es dit, tu t'étais mis comme objectif de dire j'ai envie de développer une communauté ou est-ce que. Il y a des moments où je me suis un peu égarée. Euh, les réseaux sociaux, c'est une histoire d'amour un peu compliquée parce qu'autant je trouve ça génial, autant je trouve ça là, des fois un peu chiant. Euh, et il y a des moments où je me suis un peu perdue, où mes posts, où j'allais faire un post dans un café hyper tendance qui venait d'ouvrir, alors qu'en fait,
Je sais pas même pas pourquoi je faisais ça. Il y a eu un moment où la tendance d'Instagram, de poster plein de trucs, d'être dans des endroits sympas, je me souviens des fois je faisais des vacances et je recherchais un peu les endroits sympas pour manger. Aujourd'hui, si je vais en vacances, j'ai juste envie de manger local, chez l'habitant Mmh. ou au plus propre de la culture. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je pense que c'était un peu je me suis un peu perdue des fois dans le jeu des réseaux sociaux pour avoir, justement une communauté qui grandit. Et il y a un moment, je me suis dit: «Non». Aussi parce qu'on me proposait beaucoup de partenariats qui étaient pas du tout alignés avec mes valeurs. Des compléments alimentaires, des pots de protéinés, des trucs. Je me disais: «Mais le jour où je commence à faire ça, j'ai plus j'ai perdu le sens de ce que je voulais faire à la base». Mmh. Donc avoir une communauté, oui, parce que tu as quand même envie, heu, comme dès que tu as un projet, tu as envie qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière. Mais aujourd'hui, je me mets pas du tout de pression avec ça. J'ai OK. juste envie de faire passer des messages et puis les gens qui ont envie d'entendre, ben, Ouais. c'est cool. Garder le pas garder. Ouais. OK, hyper intéressant. Est-ce que, tu avec ta pratique, tu vois que même si on a une alimentation équilibrée, tu en as parlé avant, on en parlait aussi à midi, le fait de, par exemple, ne pas acheter, ne pas consommer de produits, modifiés et de régulièrement manger des fruits, des légumes et cetera. Est-ce que tu vois que malgré ça, c'est pas assez et du coup, peut-être qu'il faut aller vers des compléments alimentaires? Parce qu'il y a une grosse mode aussi sur ça, quoi. Enfin, il y a énormément de contenus de publicité, de Moi, j'aime bien me rappeler des fois que l'être humain a survécu sans complément alimentaire, avec les ressources de la nature. Aujourd'hui, le problème aussi, c'est qu'on a des aliments qui sont dénaturisés par les procédés de l'agroalimentaire. Je crois que par exemple une pomme, je crois que je sais plus combien, mais c'est énorme la valeur nutritionnelle si on prend une pomme d'il y a quelques siècles et la pomme d'aujourd'hui. On n'a plus grand-chose en termes de vitamines. Donc, il y a des carences aussi parce que les gens ont des modes de vie plus ils s'exposent moins, au soleil, ils sortent moins à l'extérieur. Il y a des carences et du coup, les compléments alimentaires aujourd'hui nous permettent de pallier à ça et puis, d'aider les gens à rester en bonne santé. Pour moi, c'est un peu, pallier aux symptômes et pas chercher la cause. Il y a des alimentations l'alimentation végane, par exemple, ne permet pas de couvrir les besoins nutritionnels et là, pour moi, une supplémentation, c'est important. Parce que en général, c'est des gens quand même qui mangent équilibrés, avec des fibres, des aliments végétaux et c'est plutôt des bonnes alimentations, mais il va quand même leur manquer quelque chose. Donc là, ben, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ça à proposer. ouais. Parce que j'ai pas envie d'aller à l'encontre des valeurs des gens et de leur dire: «Non, mais mangez des produits animaliers», alors qu'ils ont pas envie. Donc il y a certains cas et puis après il y a des cas des pathologies, liées au système, digestif. Il y a des fois où il y a manque d'absorption. Donc les compléments alimentaires, ils peuvent être vraiment chouettes parce qu'ils nous permettent de faire plein de choses. Aujourd'hui, ils sont pas très bien utilisés. Mmh. On a l'impression que c'est quelque chose qu'on doit faire, alors qu'en fait non. Parfois on doit, mais de loin pas tout le temps. Donc peut-être l'éviter d'avoir un diagnostic ou de Ouais, l'utiliser parce qu'il y a une raison particulière. ouais. C'est drôle que tu parles de la pomme là, enfin des valeurs nutritionnelles, parce que je disais justement qu'il y avait une question par rapport à ça, c'est que bon, on sait que depuis 1950, les fruits et légumes ont perdu environ 20% de leur Et valeur pour nutritionnelle. certains, c'est beaucoup plus que 20%. C'est même 50, voire plus que 50%, ouais. Ouais. Et du coup, ben oui, mais du coup, avec ce qu'on consomme, ce qu'on a à disposition à la Migros, à la Coop, enfin, dans nos commerces, au marché, c'est suffisant. Pas forcément de besoin d'aller complémenter ça avec. C'est suffisant, mais ça demande quand même pas mal d'investissement. De bien choisir, de se renseigner, d'être plutôt dans la saison, d'être plutôt dans le bio. Hem, c'est plus cher, ça demande de t'associer aussi certaines catégories. Heu, c'est pas manger toujours la même chose, de varier les modes de cuisson, de varier les matières grasses qu'on utilise. Donc oui, on peut couvrir nos besoins nutritionnels et je pense qu'on a de plus en plus de peine à les faire parce qu'aujourd'hui, si j'interroge la majorité des gens autour de moi, cuisiner, c'est une contrainte. Alors ça va aussi avec notre rythme de vie et pour moi, des fois aussi, cuisiner, c'est une contrainte et ça m'arrive de dire aux enfants aujourd'hui, c'est yogourt grec, fruits pour le souper, du granola et une tartine et puis tout le monde va au lit, parce que j'ai pas envie de cuisiner. Mais dans le sens que aujourd'hui, on a perdu un petit peu, cette connexion avec les choses qui sont naturellement.
présente pour nous, Mhm. disponible pour qu'on puisse rester en bonne santé. Mhm. Et sur les réseaux, on voit qu'il y a énormément et de plus en plus de régimes drastiques. Puis des gens qui disent manger que de la viande, ou manger que des fruits et légumes, ou manger que ci ou que ça. Là, il y a une grosse hype aux États-Unis de ce régime carnivore, je sais pas si tu as entendu Ouais. parler. C'est quoi ce délire et pourquoi enfin, ça fait vendre, je pense, ok. Ça fait vendre, ça fait parler, et les gens vont chercher des solutions dans un truc qui est rapide. On fonctionne comme ça, on a envie que, oui, moi aussi, pour plein de choses, quand je mets un truc en place, j'aimerais bien avoir des résultats du tac au tac. Mhm. Donc, d'avoir un truc vendeur où tu fais un truc, puis dans 3 mois, tu as perdu 10 kilos, ben, en fait, ça sonne cool. Ouais. Pour moi, quand tu viens voir et que je te dis, ben, on va peut-être travailler ensemble 6 mois, une année, voire 2 ans, c'est hyper décourageant. Ouais. Mais voilà, je pense que les gens, ils aiment ce genre de trucs. Des trucs qui ont des promesses rapides. Ouais. Ça va vite faire effet. Après, le truc carnivore, j'ai pas trop compris, honnêtement, mais je crois que je me suis aussi un peu. Je crois que j'ai pas trop creusé à comprendre. Ouais, je cherche une communauté très particulière de gens. Ouais, Ouais. Puis après, tu as des idées politiques, enfin, tu as un mélange de exact. tout. Ouais. C'est aussi des mouvements qui soulèvent pour. Tu as quand même une corrélation entre certains courants politiques, les questions qui se posent sur la santé et l'alimentation. Tu auras beaucoup plus Ouais. de végétariens chez les gauchistes que. Ouais. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi des mouvements qui se lèvent juste pour se faire entendre. Ouais. Non, effectivement, tu as raison. Il y a des comportements qui sont très. Qui appartiennent vraiment à certains groupes. En termes de hype, on a quoi? Enfin, c'est tous ces régimes, tout ça. C'est quoi cette hype avec le matcha? Il y a du matcha partout là. Ouais, Et des parasites partout. ouais. Écoute, la hype, moi j'aime bien. Après, je peux pas du tout dire que je m'y connais parce que. Alors, j'ai découvert le matcha il y a plus de 10 ans lors d'un voyage en Asie. En me trompant, en fait, j'ai voulu commander un thé vert. En pensant qu'on allait me filer un thé vert et on m'a amené un matcha avec du lait et je trouvais ça incroyable. Si, waouh, je bois ça tous les matins, tout le reste de ma vie. Euh, c'était, et elle aussi, c'était sous les cocotiers, ça, je sais pas, ça donnait un truc incroyable. Mais je bois jamais mon matcha juste pur, il le met avec du lait, parfois même avec du sucre. Donc je sais pas si je suis la bonne personne. Après oui, le matcha, c'est plein d'antioxydants, ça a un bon effet sur le métabolisme, ça permet aussi d'avoir ce côté un petit peu énergétique que tu as avec la caféine, mais sans certains autres effets de la caféine sont un peu moins cool. Donc je pense que c'est parti de quelque chose de très bien en fait. Ça fait partie d'un rituel, surtout en Asie, de santé, de bien-être. On le déguste, on prend le temps, c'est un moment où on est dans l'instant présent. Aujourd'hui, les Dara Matcha, je suis pas sûre qu'ils vendent ça. Ouais. Et moi, je vends pas ça non plus. Ouais. Ouais, dans un autre registre, dans l'équipe, il y avait des membres qui se demandaient par rapport à leur menstruation, est-ce que tes menstruations t'indiquent que tu as une bonne alimentation, que tu as une bonne santé? Est-ce que typiquement on peut reconnaître des choses, quels sont les tips de choses auxquelles il faut rester attentif, attentive? Alors, les menstruations, c'est large. Enfin, tu parles d'autres symptômes, d'autres problématiques liées à, je suis pas gynécologue, mais Ouais. voilà. Par exemple, l'alimentation anti-inflammatoire, qui est aussi, elle, controversée, parce que si on creuse un petit peu, c'est juste les recommandations nutritionnelles de base. Euh, c'est un régime type un peu méditerranéen. C'est ce qu'on devrait tous faire. Mais il y a des études qui montrent que ça diminue les symptômes, par exemple, du syndrome des ovaires polykystiques, des choses comme ça, ou de l'endométriose. Euh, Après, pour moi, quelque chose qui revient dans ma profession, c'est l'absence de menstruation. Parce que ça, en général, c'est des personnes qui mangent pas assez ou qui font trop de sport. Ok. Ça peut plus être lié à ça, aux carences, un cycle trop irrégulier ou l'absence de menstruation, c'est qu'il y a une alimentation qui couvre pas tout. Ok. Ça, c'est plus alarmant, on va dire. Après, c'est très controversé sur l'impact de ton alimentation, enfin, l'impactera ton alimentation sur plus des problèmes liés à l'endométriose, des choses comme ça. Mhm.
Il y a des choses auxquelles on doit faire attention, enfin rester attentif, tu vois, pour les dames qui nous écoutent. Parce qu'il y a t'as ouais, des choses ouais, ça, c'est un signe, il faut faire attention, il faut prendre en compte. Par rapport aux menstruations, tu dis? Moi, je pense qu'il faut déjà s'écouter un peu. Et il y a les menstruations, mais il y a plein d'autres signes que nous donne le corps qu'on ne fait pas juste. Et quand tu n'as pas un cycle régulier ou que tu as des douleurs et puis tu n'as pas de diagnostic, enfin, de pouvoir aussi te dire, OK, peut-être je change juste mes habitudes de lit, mon sommeil, ma consommation d'alcool, est-ce que je fume, est-ce que je bouge? Quand le corps donne des signaux de manière générale, je pense qu'il faut les écouter. J'avais lu dans un livre que il faut écouter le corps quand il murmure avant qu'il hurle. Et ça me parle beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le dur, qui ont des problèmes, qui savent qu'il y a un truc qui joue pas, mais Qui veulent pas se le mettre, ouais. qui veut pas se l'admettre. C'est difficile de trouver le temps pour creuser. Mmh. Mais ce sera pas forcément lié que à l'alimentation. Je pense que c'est plus l'hygiène de vie en général. Le Et stress aussi. ouais. Le stress a un rôle énorme, enfin un impact énorme sur la régularité du cycle et la fertilité. On a un peu tendance au bas à se dire, «Ah peut-être que c'est un problème d'alimentation», alors qu'en fait peut-être que c'est la fumée, c'est pas assez de sport, c'est, les sorties, l'alcool, enfin tous ces trucs, qu'on a normalisés au fil du temps. Oui, alors je pense que jusqu'à un certain âge, on peut avoir un mode de vie un peu moins sain, on va dire. On en a peu d'impact, enfin pas de conséquences plutôt. Hem, Souvent, des gens qui ont des mauvaises habitudes alimentaires ont aussi d'autres mauvaises habitudes ailleurs. J'ai rarement quelqu'un qui me vient me dire, «Je fais 6 heures de sport par semaine, je vais marcher en nature, j'ai un sommeil incroyable. Par contre, je regarde McDo tous les jours». C'est pas en gén et d'ailleurs, moi, maintenant, je creuse beaucoup plus large que l'alimentation. Je vais blinder le stress, heu, je vais me demander souvent aux gens de me décrire une journée, pas seulement du point de vue alimentaire, mais racontez-moi toute votre journée d'hier. Quelle heure vous êtes levé? Comment vous vous sentiez? Ce que vous avez fait? Enfin, le stress, le sommeil, à quelle heure vous êtes allés vous coucher? Puis ça permet d'en fait, de donner des conseils qui sont aussi un peu plus Ouais. généraux. Tu un public qui est plutôt féminin, masculin, Quand même féminin. ah ouais? Ouais, mais j'ai quand même quelques, patients masculins qui sont venus d'eux-mêmes me trouver. Heu, dans ma pratique hospitalière, c'était un peu du 50-50, surtout en pédiatrie. Dans les troubles alimentaires, il y en a quand même il y a plus de femmes et de filles. Hem, mais dans la pédiatrie, on a enfin l'adolescent, jeux vidéo, Oui. fast-food, ça concerne Ouais, limite presque un peu plus les garçons que les filles qui ont tendance à faire un petit peu plus attention. ouais. Et dans ton public maintenant, tu en indépendant que les gens viennent te voir de manière proactive. J'ai Pour plus de femmes. pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison, tu penses? Ou bien est-ce que les femmes sont peut-être plus à l'écoute ou de certaines choses ou se questionnent plus? Ou est-ce que Je pense que les femmes et pas toutes, hein, parce que j'ai aussi des hommes qui viennent me partager leurs difficultés avec leur image corporelle. Je pense que la femme a une image corporelle plus fragile. Et du coup, ben, quand on n'est pas bien dans son corps, on se pose des questions sur nos habitudes. Et puis, j'ai quand même beaucoup de gens qui viennent me voir en disant, je veux changer mes habitudes de vie. Et si quand même je pouvais perdre du poids, ce serait cool. Mmh. C'est comme une demande. Alors que les hommes, le public, ça va peut-être être les performances sportives, ça va, j'aime prendre la masse. Donc, il y a aussi quand même un impact sur l'image corporelle, mais je pense l'homme est un petit peu mieux équipé de manière générale pour supporter une silhouette qui lui plairait pas complètement. OK. J'ai l'impression. Ouais. Je suis pas un homme. Et ça, c'est aussi un peu frappant cause des codes, sociaux Oui, ou la tout à langue fait. de petite affaire Tout à fait. qu'on vient Ouais. voilà. Ah, mais tout à fait. Et j'ai l'impression aussi dans le processus de vieillissement, on pardonne plus de choses à un homme qu'à une femme. Mmh. Donc c'est aussi j'ai pas mal de parties de ma clientèle qui sont des femmes qui me disent: «Mais voilà, je commence, je suis j'en prends ménopause, je prends du poids». Enfin, il y a plein de changements qui sont pas cool. J'ai l'impression que les hommes se sentent moins torturés par cette période de vie.
Ouais. C'est fou, hein. Pourquoi Ça ça? va peut-être changer, hein. Ouais. C'est peut-être déjà en train de changer. Mmh. Et toi, tu leur dis quoi? C'est, bah, typiquement une dame qui viennent te voir, qui Si c'est jamais trop tard. Alors pas pour forcément, justement s'astreindre à des régimes restrictifs, et se faire du mal en voulant améliorer, en fait, son image corporelle. Mais je me dis changer ses habitudes pour, ben, c'est aussi se donner les meilleures chances de mieux vieillir, d'être plus en forme, de pouvoir faire plus d'activités, plus profiter de la vie. Mmh. Donc je les encourage à fond là-dedans et puis parfois il y a tout un travail aussi à faire en parallèle sur, l'acceptation de soi et la confiance en soi. Ouais. Et ça, c'est voilà, je vais plutôt réorienter vers d'autres, professionnels. Ouais. Et quand on préparait un petit peu ce papotage, tu parlais de bienveillance, tu nous parlais de bienveillance corporelle, de l'image Ouais. corporelle? Je trouve que c'est difficile aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression que ça change, mais j'ai l'impression qu'il y a plus, les adolescents d'aujourd'hui ont moins cet idéal de minceur et de maigreur comme j'ai, par exemple, moi eu à mon époque. Je parle un peu déjà comme une vieille, mais moi je me souviens de mes magazines d'été où vraiment c'était limite, je pense que j'étais face à des personnes dénutries et ça sentait tout à fait normal. C'était un standard, heu, mais en fait non, c'est des personnes qui étaient pas probablement pas bien dans leur vie, pas bien dans leur santé. Mmh. Et du coup, un peu plus de bienveillance aussi, et d'écoute. Le corps, il nous donne des signaux et on n'a pas tous la même morphologie Mmh. et c'est OK. Du coup aussi de pas commenter, j'ai beaucoup de quand je travaillais avec les personnes anorexiques, j'ai eu beaucoup de témoignages disant: «Ben, tout est parti d'un commentaire à la gym». Ouais. Heu, on m'a dit que j'avais gros ventre, mon legging c'était trop serré. Du coup, j'ai voulu faire attention et je suis partie dans un engrenage, j'ai pas pu m'arrêter. Ouais. D'être bienveillant aussi avec, l'autre. Ouais. À quel moment c'est sain de s'inquiéter de ça et de s'en intéresser et à quel moment c'est une injection? C'est une très bonne question. J'ai une maman, autour de moi, mais qui a plutôt des ados, qui m'a dit: «Mais quand je vois ma fille aller chercher pour la troisième fois une glace, je fais quoi?» Est-ce que parce qu'on n'a pas envie non plus de mettre trop un cadre ou de la culpabilité. Pour moi, il faut s'en inquiéter quand les habitudes alimentaires ou de vie vont avoir un impact néfaste sur la santé. Et puis toujours rappeler, heu, que le cadre qu'on met, que les conseils qu'on donne et les commentaires qu'on fait, c'est parce qu'il y a une inquiétude au niveau de la santé et pas de l'image corporelle. Mmh. On peut avoir du poids en trop sur, on va dire, ce on appelle l'index de masse corporelle. On peut être plus haut, mais en très bonne santé, on peut être très bas et être en mauvaise santé. Donc c'est de se dire, peut-être qu'on a des très bonnes habitudes de vie et puis qu'on n'a pas la silhouette qu'on voudrait et puis d'avoir un peu d'indulgence. Pour moi, c'est plus important d'être en meilleure santé. Ouais. Tu sais s'il y a de la sensibilisation qui est faite, dans cet objectif-là? Je parlais à l'école ou comme Ouais. enfin, il me semble pas que nous, à l'époque, on avait ça. Moi, j'ai pas eu non plus. Après, je sais que maintenant, il y a des diététiciennes qui sont engagées dans les milieux scolaires aussi Mmh. pour donner de l'éducation nutritionnelle et qu'elles ont aussi cette sensibilité-là. Il y a aussi pas mal de sensibilisation autour du harcèlement, où ça, c'est des messages qui vont passer. Mmh. Après, à ma connaissance, et ça, j'avais fait de la recherche au niveau de mon travail de bachelor, j'avais voulu voir s'il y avait euh, des choses qui existaient dans les écoles, et puis à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, je sais pas. Ouais, bah, ça me oui, de tête, quand même, j'ai besoin pas qu'on ait été sensibilisé à ça, Non. qu'il y ait eu quoi que ce soit lié. Mais je me rappelle de tous ces scandales où il y avait tous ces top modèles où, en fait, tout à coup, on s'est rendu compte que c'était pas forcément des codes, qu'il fallait suivre Ouais. parce que c'était des gens qui étaient pas dans leur peau, en fait. Non, puis tu regardes certaines émissions des années 2000, bah, les personnes qui ont un poids tout à fait normal et il faut qu'ils passent des castings pour des émissions et on leur dit: «Non, mais tu reviens quand tu as 5-10 kilos de moins». Ouais. Aujourd'hui, je pense que ça passerait moins, ce genre de choses. Je pense quand même qu'on a pris un peu de recul. Mmh. Après, il existe toujours les mouvements pro-Allah, il existe toujours les commentaires méchants sur les réseaux sociaux et ça, est-ce qu'un jour on arrivera à lutter complètement? Non, Je suis pas sûre. non. Il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qu'il y a plein d'avis différents.
Toi, ça fait quoi? Parce que tu mentionnes souvent l'aspect scientifique, tu cites souvent des sources aussi dans ce que tu mets sur les réseaux, puis on voit qu'il y a de la recherche, et cetera. Mais pour toi, ça fait quoi quand tu vois du contenu qui a pas forcément une source, qui a pas forcément un background scientifique, ou alors tu sais pertinemment que c'est pas vrai, c'est faux? Ouais. J'ai appris à m'en détacher. J'ai appris à me dire que c'était de la responsabilité de chacun d'aller chercher les informations qu'il avait envie d'avoir. Euh, mais ça n'a pas été facile et des fois ça allait pas. Des fois je m'énerve. J'ai, j'ai, j'ai eu une interaction avec une personne qui disait moi je supplémente tout le monde en vitamine D, en B12, sans labo, sans rien, non parce que puis je lui dis ah mais pourquoi? Elle me dit ah parce que je vois à quel point ça leur fait du bien. Puis je dis bah tu mesures comment? Mais ça se voit sur elle. Et je me suis dit ok, il y a des gens qui vont voir des gens qui disent faut prendre ça et puis qui leur seul moyen en fait de regarder si ça a un impact positif, c'est de le voir sur eux. Je me suis dit, ben, en fait, ben, moi, je vais voir mon médecin. Il me prescrit un traitement. Puis il me dit, ah, je vois que ça marche, vous avez bonne ligne, je pense que je retourne pas. Ouais. Et après, alors souvent, j'étais après révoltée, des gens qui payent pour voir ces gens. Puis après, je me suis dit, mais c'est pas mon argent, c'est pas ma santé. Ouais, tu peux pas contrôler Non, une personne, quoi. non. Mm. Mais ça a été un processus. Ouais, ouais, mais ben, il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux, il y a beaucoup de modes. Mais là, typiquement, il y a eu un gros courant, là encore, hein. On parle beaucoup de collagène. Mhm. On en parle encore à midi avec notre autre invité, tu vois. Et de là, je trouve que tu as fait aussi un contenu pour un peu démystifier certaines choses. Oui, alors là encore, c'est difficile parce que il y a plusieurs écoles. Pour moi, qui ai fait un peu de physiologie, c'est pas possible que tu puisses prendre du collagène et puis qu'ils aient un effet sur l'élasticité de ta peau. Après, il y a des gens qui ont envie d'y croire. Mhm. C'est cool en fait. Alors en vrai, c'est ton hygiène de vie qui va avoir une influence sur le processus de vieillissement. Donc tes habitudes au quotidien. Mais c'est tellement plus cool de se dire que tu peux prendre tes petites gouttes de collagène et que tu as fait ton boulot Ouais. que pour te dire l'anecdote, moi j'en ai reçu une fois par la poste la tester pour voir si je voulais faire un post et je les ai mangés. Je me suis dit bon allez j'essaye alors que je suis convaincue. Mais voilà c'était là, c'était l'odeur, il y avait un joli paquet. Ouais. Donc Du marketing, quoi. oui bien sûr et Ouais. puis je suis pas meilleure que tout le monde. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que j'en veux pas aux gens, j'en veux plus aux industries. euh, de manière générale, en plus en Suisse on a quand même des grands lobbies qui font qu'on a un peu d'impact politique pour faire attention à la santé des gens et puis mettre en garde vraiment contre Ouais. certaines choses. Écoute, du coup, alors tu as appris à t'en détacher de ces fausses croyances ou ces fausses modes. Est-ce que tu as envie de lutter? Est-ce que tu luttes contre la désinformation? Ou est-ce que finalement tu dis, bah, en fait, chacun est responsable, ce qui est vrai, et je suis d'accord avec toi. Ouais, je vais pas m'énerver. Hein, je vais pas m'énerver comme j'ai pu le faire à l'époque. Moi, je m'étais missionnée que j'allais, je sais pas, sauver le monde. Ouais. Aujourd'hui, j'ai envie d'apporter, quand j'ai le temps, la possibilité, certains messages qui me tiennent à cœur, que des fois, je repense à la Joanie de 15 ans ou de 13 ans, en pleine construction identitaire. J'avais pas l'accès et je crois que je suis assez contente d'ailleurs que des jeunes d'aujourd'hui ont par rapport à la désinformation. Euh, mais j'ai envie qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire? Et puis j'essaye de faire un peu des posts par rapport à ça, Mhm. qui sont simples, qui sont faciles à comprendre, mais après je peux pas influencer des gens qui vont m'écouter ou me croire. Ouais. Ça, et ça, je pense que ça sert à rien de vouloir absolument que tout le monde se dise que c'est moi qui ai raison. Et d'ailleurs, j'ai pas raison. Parce que je dis des choses aujourd'hui, puis peut-être que dans 10 ans, on aura d'autres reculs, la science aura fait encore un bout de chemin, et puis que je vais revenir sur certaines choses que je dis aujourd'hui. Mhm. Moi, j'ai des proches qui m'ont dit, ah, j'ai vu le contenu sur Johnny, typiquement, par exemple, du collagène. Mhm. Ils me disent, j'ai adoré, j'adore ce compte, ou ce qu'elle dit, ou ce qu'elle fait, justement parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que les autres disent. Et que du coup, ben, potentiellement, ça me donne envie d'écouter, puis de questionner les pubs que j'ai vues, les contenus que je vois, est-ce qu'en fait on dit la vérité, ou est-ce que c'est juste on surfe sur la vague, quoi. Enfin, Ben, donc tu luttes en voilà. quelque sorte Mais contre ça. ça va déjà être une part.
partie de la population qui a envie de s'intéresser puis envie de se questionner. Mmh. Et du coup, tant mieux parce qu'elle est là, il y a cette communauté-là. La personne qui a pas du tout envie de de se questionner ou qui aime bien prendre les choses, comme elles viennent, va peut-être pas aimer mes posts qui sont un petit peu dérangeants parfois, Ouais. mais c'est pas grave. Ou c'est peut-être pas le bon moment pour certaines personnes, ça sera plus tard. Le jeûne intermittent, t'en penses quoi? Les jeûnes intermittents? Pour moi, c'est un courant enfin, c'est pas mauvais. Pour moi, ça apporte pas grand-chose. C'est un courant comme un autre. On a eu tellement de modes alimentaires, keto, Dukan, paléo. Aujourd'hui, c'est le jeûne intermittent. Ça, à mon avis, donc, ça va aussi retomber comme un soufflet. Hem, c'est sûr que ça fait manger moins, donc ça a un impact sur le métabolisme. C'est sûr, on va pouvoir faire des études probantes pour montrer qu'il y a une amélioration du profil, lipidique, donc des graisses dans le sang ou du profil, au niveau du diabète, du prédiabète. Ben oui, quand on mange moins, les valeurs s'améliorent. Mmh. Mais qu'on pourrait manger la même chose sur toute la journée, on aurait le même résultat. Mmh. C'est juste que de donner un cadre, se dire: «Je mange pas jusqu'à midi» ou «Je mange plus à partir de 18h», ben, c'est un cadre qui fait qu'on réduit ses apports caloriques. Si on fait un jeûne, on arrête de manger à 18h puis que c'est à 20h qu'on avait l'habitude de manger des biscuits, forcément, ça a un impact positif. Mais c'est pas parce qu'on fait un jeûne intermittent, c'est parce qu'il y a un changement d'habitude. D'habitude. Ouais. Je sais pas, moi, ça m'avait parlé parce qu'en fait, on me dit, tiens, ça c'est aussi très marketing, c'est de la pure com, c'est très bien fait, mais ils mettent ça en lien avec nos ancêtres ou Mmh. les gens qui pouvaient pas forcément manger trop par jour, et du coup, qui avaient soit un petit-déj qui a un souper, soit que le midi et puis le souper. Et en fait, tu dis effectivement, peut-être qu'à l'époque, on ne pouvait pas. Il y a aussi toute cette histoire que le petit déjeuner a été inventé par ces grandes marques alimentaires aux États-Unis. Kellogg's et tout ça. Oui, mais je pense que c'est juste dire qu'aujourd'hui, on mange trop. De manière générale, on consomme trop d'énergie par rapport à nos besoins. Hem, depuis si je sais pas, demain tu as une casse-côte, tu manges pas pendant 4 jours, ça va aller, Ouais. tu vas récupérer. Mhm. Donc on peut casser le code un peu de cette idée qu'il faut manger toutes les heures. Moi, j'ai des mamans de patients qui étaient en surpoids qui me disaient: «Mais j'ai peur qu'il mange pas sa récré. Si je lui mets pas sa barre de chocolat». Puis je dis: «Mais au pire, il mange pas sa récré, enfin, c'est pas grave». On peut casser un peu ce côté, faut manger régulièrement, sinon c'est dramatique. Mhm. Par contre, est-ce qu'on a besoin de formuler sous un truc de règles, avec des horaires? Non, je crois pas. Ouais. Mais on n'a pas besoin de manger on n'a pas besoin de manger autant qu'on mange aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais 3 fois par jour, c'est truc normal, c'est. C'est un peu le temps de 3 fois par jour, ça va faire 4 heures à peu près entre chaque repas, Mhm. plus. Souvent, les gens coupent quand même l'après-midi. C'est un peu le temps de digestion et de métabolisation, donc forcément, au bout de 3-4 heures, dans le sang, tu as moins de sucre, donc l'appétit revient. Donc mais après, si tu changes tes habitudes, le corps s'habitue aussi. Mhm. Si tu commences à prendre un petit déjeuner alors que t'en prenais pas, au bout d'un moment, ton corps va te demander plus facilement un petit déjeuner. Mhm. Tu as une adaptation, mais c'est sûr qu'à l'époque, quand tu devais chasser et décortiquer tes grains de blé pour te faire un repas, tu pouvais pas manger toutes les 2 heures. Ça a quand même fonctionné. Ouais. Alors que là, t'as tous les cas. Bien sûr, Je- la faim, puis en plus, c'est des aliments à haute densité énergétique. Souvent, des gens disent ça, je comprends pas, pourquoi je mange tous ces biscuits. Il y a jamais personne qui dit: «Ah mais je comprends pas pourquoi je mange 1 kilo de carottes par jour». C'est parce que, ben, en industrie agroalimentaire, elle a bien compris que quand elle met un peu de croustillant et du sucre ou du sel et du gras, ben, tu y retournes. Ouais. C'est quoi le terme que tu as utilisé tout à l'heure? Palatable. Palatable. Ouais. Ouais. C'est une association de saveurs qui fait qu'en fait, ça a vraiment beaucoup de plaisir en bouche. Ouais. Ok. Et puis du coup, là, on parlait aussi avant du café. Ouais. C'est peut-être aussi très culturel. Il y a des pays qui consomment plus de café que d'autres. En Italie, tu bois des petits cafés. En Suisse, tu bois des grands cafés. Mmh. Dans les pays scandinaves aussi, ils boivent beaucoup de café. Puis c'est Ouais. des trucs assez longs. Il y a beaucoup de oui, c'est bien, non, c'est pas bien. Toi, ton avis, c'est quoi? Moi, mon avis, c'est un peu de tout, trop de rire. Pour beaucoup de choses dans la vie, en fait. Le café, je pense que historiquement, c'est plutôt quelque chose de chouette, quelque chose que tu savourais. Tu pourrais avoir plus ce côté aussi cérémonie.
Et puis, ça a des vertus anti-inflammatoires, ça a des vertus aussi, d'autres vertus que je connais moins bien sur la santé. C'est pas un produit qui est mauvais en soi. Par contre, on sait que si t'en bois trop, ça augmente ta production de cortisol qui est l'hormone du stress, donc tu as un stress physiologique, ça endommage ton sommeil, t'es plus nerveux, donc forcément sur le long terme, dans ta qualité de vie, c'est pas idéal. Trop, ça veut dire quoi? Et on peut quantifier? Ben, Je pense que c'est une bonne question. Je pense que tu pourrais quantifier en faisant des analyses des hormones de stress typiquement ou bien des palpitations de faim. Ton rythme cardiaque, tu pourrais te dire il y a un moment où la caféine devient trop. Je suis pas sûre qu'il y ait un seuil qui est de même pour tout le monde. Mhm. Il y a des personnes qui supportent beaucoup mieux. Alors, des fois aussi par accoutumance, parce que que tu consommes, tu t'habitues. Il y a des personnes qui vont dire, mais moi, je bois un café à 20h, ça m'empêche pas de dormir. Et d'autres, s'ils le voient à 17h, c'est foutu. Ouais. Donc, je crois pas qu'il y a une règle, mais oui, tu pourrais mesurer à quel moment la caféine, elle a un impact négatif sur ton corps. Mhm. À mon avis. Et par rapport à puisque je parle beaucoup d'habitudes, par rapport à toutes les habitudes, si typiquement pendant 5, 10, 20 ans, pour une partie de notre vie, on a eu des habitudes alimentaires qui n'étaient pas très bonnes et qu'on en arrête, est-ce que cette période de temps où tu as consommé des choses qui n'étaient pas forcément, je sais pas, du fast-food régulièrement, est-ce que le fait de mettre en place des nouvelles habitudes, ça gomme un petit peu ce que tu as fait par le passé, ou est-ce que tu as foutu en l'air tes organes? Alors, quand il y a des problèmes de santé installés, c'est un petit peu plus compliqué de revenir en arrière. Quand ton corps a commencé de moins bien fonctionner, c'est qu'il y a déjà des dommages. Par contre, c'est jamais trop tard. Dans le sens que tu auras toujours un bénéfice à changer. Ça n'a rien de se dire foutu pour foutu. Soit tu vas pouvoir du coup stabiliser le problème de santé puis il évolue pas plus, donc c'est déjà un gain énorme, et puis le corps il se régénère. S'il n'y a pas de problème de santé et que tu lui donnes l'opportunité de mieux fonctionner, il va prendre cette opportunité. Et tu vas du coup avoir une meilleure santé. Ok. Tu vas pas porter le poids de toutes tes anciennes habitudes toute ta vie. Ouais. Dans la dernière vidéo avec Alain, Christophe, que tu suis aussi sur les réseaux, je crois, enfin, tu connais, on en a parlé régulièrement. Visiblement, il a engrangé ce truc de faire du sport régulièrement. Il me disait qu'il faisait un petit peu attention à son alimentation sans trop se priver des choses qui lui aiment bien, genre le pain. Ouais. On en parlait avant. Donc ouais, c'est intéressant de voir que tu peux engranger des choses à tout moment. Tu peux à tout moment, et puis le corps, c'est une fabuleuse machine qui a envie d'aller bien. Des fois, on a l'impression que le corps ne sait pas fonctionner, alors qu'il fonctionne beaucoup mieux. Si on le laissait faire tous les choix à notre place, il le ferait beaucoup mieux. Et du coup, il va toujours tout mettre en œuvre pour que t'en sois le mieux possible. Donc forcément, si on lui donne les armes et les outils, il va très bien faire son travail. À Et n'importe quel âge. à n'importe quel album, alors là, ça on en vient. Après, c'est sûr que à l'âge d'Alain Gustave, c'est plus difficile. Lui, il a réussi à gagner de la masse musculaire. C'est un processus plus compliqué qu'à 25 ans. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Je sais pas s'il prend des compléments aussi à masse musculaire que là, il a assez du. Écoute, il nous disait qu'il prenait aucun aliment transformé. Donc, si tu te bases là-dessus, tu ne prends pas de poudre de protéines. Mais faudrait lui demander. Poudre de protéines, je crois qu'il y a eu un article récemment dans la presse où en fait il dit. Enfin, toi t'en penses quoi? Est-ce que c'est utile, pas utile? Est-ce que là de nouveau c'est beaucoup de marketing et un gros business ou... Ouais, je pense. Voilà, après, c'est vraiment mon avis. Et il y a des fois où on a vraiment aussi, typiquement, dans des personnes qui ont des cas de dénutrition liés à certaines pathologies, ou bien des fois que le processus de vieillissement, t'as moins d'appétit, t'es un peu déprimé, et puis on peut avoir affaire à typiquement des produits protéiques, des compléments protéiques qui vont pouvoir booster un peu et puis apporter des apports de manière facile. Et je trouve que du coup, c'est très précieux. Après, aujourd'hui, comment on consomme les protéines? Enfin, on a tout ce qu'il faut si tu as un bon appétit, tu trouves tout ce qu'il faut pour pour couvrir tes besoins en protéines dans une alimentation standard. Mais encore une fois, ça demande peut-être d'ajuster, de préparer, d'avoir conscience de certaines choses. Du coup, toi, tu es dans la santé. Qui pour moi, quand je parle de santé, ben, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est santé mentale, santé physique, entretenir son corps. L'exemple d'Alain Gustave, je trouve ça incroyable. Tu vas dire, bah, qu'est-ce que je dois faire pour rester alerte
au niveau physique, mais au niveau mental aussi. Et tu es très présente sur les réseaux sociaux, donc tu crées le contenu régulièrement. J'essaye. Ouais, mais on sait que c'est hyper chronophage, Ouais, énergivore, ouais. ça demande de la créativité, ça demande des connaissances en plus techniques maintenant parce qu'il faut faire du super contenu visuel, C'est tu veux dire. ça, ouais. Et Et c'est pas mon métier. Mhm. Donc ça demande d'autant plus, je pense qu'il y a des choses que je fais qui pourraient être faites beaucoup plus vite par d'autres. Mais typiquement, tu mets ça comment en relation entre l'aspect santé, l'aspect bien-être, aller bien, et le fait que bah, les réseaux sociaux, ça demande du temps, de l'énergie, le côté addictif, ça t'influence, ça te fait peut-être mal dormir, etc., etc. Bah, je vais pas te mentir, tu sais, des fois où j'ai envie de tout arrêter au niveau des réseaux sociaux. Mm. Aussi, depuis que je suis devenue maman, pour l'exemple que je donne, en fait. D'être beaucoup sur son téléphone, mais parce que c'est un exemple que j'ai envie de donner. Euh, je pense que j'ai fait aussi pas mal de chemin, mais c'est vrai que c'est difficile. Je suis pas sûre que j'ai un super équilibre aujourd'hui parce que j'utilise les réseaux sociaux pour ma profession, pour mettre en avant ben, le studio, le cabinet. Donc, je dois me tâter à cet exercice, mais j'y trouve pas beaucoup de plaisir. Et je pense que ça veut probablement dire que j'ai pas réussi à trouver un bon équilibre encore dans tous ces aspects-là d'avoir ton, ton entreprise et ton truc à toi. Ouais, Et il y a plein de fois où je me dis, un jour, je vais prendre quelqu'un qui prend sa ouais, place. ouais. Et ça va être très cool. Tu vois, tu dis aussi c'est indispensable ou bien le fait d'être présent pour de la visibilité, enfin, J'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça qui marche. Par le démarrage du studio, je pense qu'il a été plutôt bien. Parce que j'avais déjà une communauté, les gens me connaissaient et ils ont vu que j'ouvrais. J'ai pas eu besoin de faire grand-chose pour que rapidement il y ait un petit peu du monde qui soit venu. ouais. Donc je pense que j'aurais pas eu ça, bah, j'aurais dû faire appel à d'autres stratégies. Et que Ouais. c'est quand même super pratique. Et du coup, le studio, santé, qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a l'aspect, bah, toi, conseil nutrition. Ouais, il y a, bah oui, moi la partie nutrition, c'est un studio de pilates, yoga et nutrition. Euh, Parce que j'avais envie, en fait, l'alimentation c'est hyper important, mais ça va pas tout seul. Alors, idéalement, j'aurais dû ouvrir un centre sommeil, pilates, nutrition, Un hôpital. voilà. Un hôpital pour les gens qui sont pas encore malades. Euh, non, l'idée, c'était d'apporter aux gens un espace où ils peuvent venir prendre soin d'eux. Et je trouvais, moi, le pilates et le yoga, j'ai moins pratiqué le yoga, mais ça a été une découverte où je me suis dit un jour que mais ça me fait hyper du bien. Mhm. Avant, je faisais du sport différemment. Et j'en fais toujours de cette manière par reins aussi, mais c'était plus hyper cardio. Du coup, ça a un impact sur mon sommeil, sur mes articulations. C'était des trucs assez, des fois, violents pour le corps. Et puis, à travers une pratique plus douce, je me suis rendu compte des bienfaits. Je me suis dit, mais c'est cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très motivés à faire du sport, typiquement comme je le faisais parce que c'est pas toujours très fun, mais qui ont envie de bouger. Et puis, c'était une manière pour moi de dire, mais venez bouger. Ça va vous faire du bien et à la fois, c'est quelque chose d'assez beau. Mhm. J'ai voulu, voilà, proposer ça aux gens. Ouais. Il me semble que de ce que je vois sur les réseaux, c'est ce que ça inspire. Enfin, il y a beaucoup de contenu, enfin, pas que de vous, mais aussi Tu des dis gens par rapport qui, au pilates? ouais, mais des Ouais. gens qui fréquentent et qui republient les choses et qui donnent un peu un avis sur ce que, ouais. Non, je pense que c'est pas pour rien que c'est en vogue. Comme tout, il y a des moments où ça se dépasse et puis c'est juste un truc très en vogue et puis on se pose plus de questions pourquoi on le fait. Mais je pense qu'à la base, si le pilate a eu un tel succès, c'est parce que c'est hyper cool de pratiquer du pilate pour ton quotidien, pour comment tu vas aussi Ouais. vieillir, te maintenir, faire des mouvements, tout, que tu fais pas forcément Ouais. dans le style de vie très sédentaire. Magnifique. Et du coup, le studio, l'activité de trouver des clientes pour le studio, mais pour les consultations aussi. Au niveau, tu as une équipe que tu gères, font des gens, des filles qui viennent donner des cours, Mhm, et la famille à côté. mhm. Euh, Ben moi, je fréquente aussi beaucoup de gens qui ont plein de projets. Je fréquente aussi, il y a beaucoup de la thématique autour de la femme, de comment on lance ses propres projets.
et comment concilier toutes ces casquettes? Comment tu le fais toi et comment tu le vis et comment ça se passe? Mmh. Je pense que j'ai, un peu comme avec les réseaux sociaux, pas encore vraiment trouvé un bon équilibre. Aujourd'hui, il vient de lancer aussi, donc ça demandait c'est appelé d'incertitude, c'est assez stressant. En fait, l'idée de je peux te raconter le jour peut-être que j'ai décidé que j'allais faire ça. Mmh. C'est un jour où un de mes enfants est venu, c'était un mardi matin, avec un dessin qu'il avait fait pour moi et je crois que j'ai à peine regardé, pas annoncé et je lui ai dit: «Faut qu'on parte, je dois être à 8 heures au boulot» et bref, on s'est préparés, je les ai saucés, je les ai posés à la garderie et ensuite je suis montée, au boulot et je me suis dit: «Mais» j'avais le cœur super lourd et je me suis dit: «Mais c'est ça en fait, ne pas avoir le temps de regarder le dessin de mon fils parce que j'ai un horaire fixe, parce que» et je comprends très bien les besoins, c'est une institution hospitalière d'avoir des heures fixes et c'est il y a une période de ma vie, ça me convenait bien. Mais ce jour-là, je me suis dit: «C'est pas l'équilibre de vie que je veux, Mmh. avec ma famille». Mmh. C'est différent quand j'étais toute seule et qu'à la limite, je me stressais moi-même. Mais là, ça avait un impact sur ma vie de famille et je me suis dit: «Non, je veux pas. Mes enfants, ils seront petits qu'une seule fois, je veux pouvoir prendre, le temps que j'ai besoin de prendre pour admirer un dessin». Ouais. C'était il y avait plusieurs comme ça, un peu éléments déclencheurs qui ont fait que je suis arrivée à la décision de devenir entrepreneuse pour obtenir cette flexibilité. Alors aujourd'hui, j'ai plus de flexibilité, mais j'ai pas moins de travail. Je pense même que j'en ai plus qu'avant et apprendre à compartimenter, c'est quelque chose que je dois encore faire. Mmh. Le studio est encore bien présent dans mes journées où je suis censée être avec les enfants, lors Mmh. de mes week-ends. Je pense que je vais y arriver. Peut-être j'aurais besoin d'être coachée. Peut-être je me suis dit que j'allais rejoindre des clubs d'entrepreneuses et je vais peut-être pas y arriver toute seule. Mais ouais. Donc pour répondre à ta question, aujourd'hui, j'y arrive pas encore, Ouais. mais c'est quelque chose de très important et que j'ai à cœur. Bah, c'est cool de démystifier, de dire ben, que des fois tout a l'air magnifique sur un réseau social, mais qu'en fait c'est challengeant pour tout le monde en fait, à tous Ouais. les niveaux, familial, travail, passion, etc. Ouais. Je me souviens d'ailleurs d'une fois où j'ai croisé une maman au parc qui m'a dit que ma vie avait l'air, j'avais l'air de tout gérer picobello. Et je lui ai dit: «Mais tu sais, je te dis pas le nombre de fois que je finis par pleurer sous la douche le soir parce que j'en peux plus. J'en peux plus de tout tenir à flot, de toujours montrer que j'ai fait la boîte à récré, que mes enfants mangent bien, que je suis présente au boulot alors que j'ai pas dormi et tout». Je lui ai dit: «Mais tu sais, ça a un prix» et en fait, quand je pleure sous ma douche, je fais pas de photos. Je dis pas. Ouais, Si jamais, je connais une merde, ça c'est ouais, pas un truc qu'on a envie de partager. ouais. On devrait, en fait et c'est pour ça que je me suis dit: «Moi, elle me dit ça, j'ai juste envie de dire que non. Mhm. En fait, c'est pas ça ma vie. Il y a plein de trucs cool, je suis hyper reconnaissante, mais ma vie n'est pas parfaite». Ouais. Bah, je pense que c'est un message qui fait du bien à entendre parce que on se met peut-être tous beaucoup de pression et puis en fait de se dire bah nous des fois ça va bien puis des fois ça va magnifiquement mal Ouais. et c'est ok. C'est OK et puis dans les moments où c'est plus difficile, je sais toujours qu'il y a un moment où ça ira mieux. Ouais. Ça permet d'accueillir aussi ce qui est un peu le Mhm. oui et puis, Ouais. Cool, bah merci Joanie, c'était une super discussion. mais avec On plaisir. a démystifié deux trois choses intéressantes. Euh, et le merci de nous avoir accueillis au Military Club. Mais quand vous voulez, pour un cours de pilates d'ailleurs. Ouais, ben oui, on va venir, on va venir. Vous? Je sais pas encore quand, mais on va venir. Ouais, volontiers. Et du coup, ben merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode, nouveau papotage avec Joanie sur la thématique de la nutrition, de l'alimentation. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on se voit dans le prochain épisode. Merci!